Frères, mesdames et messieurs, et je m'adresse aussi à ceux et à celles qui sont à l'étage, puisque nos locaux sont vastes, mais ne permettaient pas tout de même d'accueillir un public aussi large ce soir, et donc nous nous excusons auprès des quelques dizaines de spectateurs qui sont ici à l'étage, je vous rassure, assis confortablement, avec une installation audiovisuelle qui, en principe, marche aussi parfaitement. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous parler tellement d'histoire de Pologne, mais une réflexion me vient, notamment à la suite des événements qui se déroulent encore en Europe orientale. C'est que l'ignorance que l'on a en Europe occidentale de l'histoire et de la culture de l'Europe orientale est colossale. C'est le résultat des prémices des années 30, de la Seconde Guerre mondiale et de 50 ans de domination soviétique. Et il faut tout de même le dire, l'expression inventée par Churchill, le rideau de fer, ce n'est pas que symbolique. Ça correspond aussi à une réalité culturelle et scientifique. Pendant des décennies, les relations et les curiosités réciproques ont été extrêmement restreintes. Et comme historien, j'ai pu mesurer dans des tas de domaines, notamment combien ces barrières avaient subsisté. Vous avez devant vous un 18e qui s'est beaucoup penché, notamment sur l'histoire de l'Europe centrale et orientale au XVIIIe siècle, parce qu'il se fait qu'une partie importante de la Belgique appartenait à l'Empire austro-hongrois, et que donc, par la force des choses, je m'intéressais à ces questions. Mais il faut dire que dans l'enseignement, en général, ces parties-là sont purement et simplement scotomisées la plupart du temps. Il faut peut-être parfois des événements extraordinaires pour rafraîchir les mémoires, et ne le sont pas encore suffisamment d'ailleurs à mon estime, quand je vois la médiocrité avec laquelle les francophones d'Europe, que ce soit par la presse française ou le belge, suisse et autres, sont mal informés de ce qui se passe en Ukraine. C'est fascinant. Qui a compris aujourd'hui pourquoi il y avait deux Ukraines? Une Ukraine occidentale qui a un penchant vers l'Europe et une Ukraine orientale qui se sent russe et qui est d'ailleurs peuplée en grande partie de Russes. On ne se pose pas tellement la question de savoir si ce que Poutine vient de faire est plus ou moins correct que ce que Khrouchtchev a fait en 1954. Parce que décider par décret en 1954 que la Crimée faisait partie de l'Ukraine n'est pas davantage respectueux, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui habitent cette région que ce qui vient de se passer ici à l'inverse. Surtout que l'on sait que la Crimée était une des grandes conquêtes de Catherine II de Russie, n'est-ce pas? Et je me tourne ici vers les Belges de l'auditoire. Lors de ce fameux voyage de Catherine II et de Joseph II à Sébastopol et dans la Crimée, nous avions une personnalité très connue dans la littérature du XVIIIe siècle qui les accompagnait, parce que Catherine II, véritablement, l'admirait. Il écrivait bien, il était spirituel, le prince de Ligne. C'est à cette occasion-là, mesdames et messieurs, que le prince de Ligne s'est trouvé à la tête d'une seigneurie immense en Crimée. À la fin du XVIIIe siècle, il était seigneur en Crimée. Je passe. Je veux simplement vous dire que l'Académie royale de Belgique a le souci peut-être de combler ces fossés d'ignorance, et que nous l'avons déjà témoigné cette année-ci en organisant un colloque à l'initiative de notre confrère Ambroise Koudmarexis
sur les mortalités grecques exceptionnelles, pour ne pas utiliser le terme de génocide, qui se sont produits au moment de la chute de l'Empire ottoman. Il y a eu le drame arménien, il est un drame dont on parlait moins, qui était celui de l'extermination de plusieurs centaines de milliers de Grecs. Nous aurons, l'année prochaine, un colloque sur les mortalités exceptionnelles, les massacres et les migrations de Turcs-Ottomans pendant les guerres balkaniques de 1912-1913. On ne nous en parle jamais, et pourtant, il y a là des événements exceptionnels. Monsieur l'ambassadeur de Roumanie le sait, au mois d'octobre, nous nous tournerons vers l'Europe centrale à nouveau, en organisant un colloque sur les prémices des Lumières en Europe orientale. Le prince roumain Dimitir Cantemir, qui a vécu à la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, et en quelque sorte la rencontre de Byzance et de l'Occident. Ce sera l'occasion d'étudier les multiples échanges scientifiques, culturels, religieux qui se déroulent à cette époque-là en Europe centrale. Et aujourd'hui, c'est le fameux pacte germano-soviétique et la Pologne. À cet égard, 3 brèves anecdotes qui témoignent à la fois de tabous, d'idées reçues qu'il a fallu vaincre, de chocs culturels auxquels un occidental est parfois confronté. Le tabou. Jeune professeur ou chercheur encore à l'université de Bruxelles, terminant ma thèse vers 1970, je me souviens d'une scène extraordinaire dans un des couloirs de la faculté de philosophie et lettres, quand un étudiant curieux, qui lisait beaucoup, avait osé dire devant une assistante qui était une militante communiste, intégriste, que Katyn, tout compte fait, c'était sans doute pas les nazis, mais les soviétiques. Il a été couvert d'injures, traité de fasciste et montré du doigt comme étant finalement un rebut de l'extrême droite. Deuxième aventure. J'avais refusé d'aller en Union soviétique à de multiples reprises, et tout à la fin du règne de Gorbatchev, j'accompagne une mission du Sénat, fin 88, début 89. On fait d'ailleurs une escale de 2 jours à Kiev, et on est étonné, y compris les nationalistes flamands qui étaient avec nous, par le discours radical, presque indépendantiste, tenu par le premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine et de ceux qui l'accompagnaient. C'était une surprise. Mais ce qui était surtout surprenant, n'est-ce pas, dans cette aventure, c'est que, et ça montre l'importance du respect des traités internationaux, un sénateur qui nous accompagnait, un Anversois, je m'en souviens, qui parlait toujours de ses frères soviétiques et communistes d'Europe orientale, voulait absolument, et il avait la bénédiction des autorités soviétiques, nous faire escale à Vilnius, pour qu'on puisse descendre en Lituanie, ne fût-ce que 24 heures, au retour de Moscou et de ce qui s'appelait encore Leningrad. Et nous étions un peu surpris. Les affaires étrangères, le gouvernement belge, ont mis de façon radicale et brutale leur veto. Ça mérite d'être su. Pour une simple raison, mesdames et messieurs, c'est que la Belgique, comme un certain nombre de démocraties, n'avait jamais reconnu la validité du pacte germano-soviétique. Et que par conséquent, quand les Pays-Bas ont échappé
à la tutelle soviétique. Il n'y avait pas besoin de reconnaître leur existence. Juridiquement, pour les citoyens belges, le gouvernement belge, ils n'avaient jamais cessé d'exister. Le choc culturel qui montre aussi que nos références en Europe centrale et en Europe occidentale sont très différentes. Je me souviens d'un passage à Riga. Et nous avons une collègue de l'Université de Liège qui parle parfaitement le letton, qui est ici présente. Et à Riga, on me propose, j'étais en tournée pour préparer la présidence belge de l'Union européenne, et il y a un musée de l'occupation. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir le musée de l'occupation. Et puis, il y a un choc culturel. C'est que quand on parle d'occupation dans ce musée, vous avez autant d'espace réservé au Troisième Reich et aux nazis qu'à la dictature communiste et soviétique. Et finalement, les images, les symboles qui étaient là présentaient une parenté extraordinaire. Et l'occidental que j'étais se rappelait qu'effectivement, pour les pays baltes, eh bien, soviétiques et nazis s'étaient comportés d'une façon à peu près équivalente et qu'on avait affaire là à une véritable occupation. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais d'être plus long, mais vous aurez compris pourquoi ce colloque sur le pacte germano-soviétique m'a interpellé d'emblée et combien j'ai été enthousiaste à l'idée de pouvoir participer à son organisation. Je tiens évidemment à remercier Monsieur l'ambassadeur de Pologne. On sait très bien que sans son aide, il y a toute une série de choses qui n'eussent pas été possibles. Je tiens à remercier le professeur Kotek et M. de Louis qui ont piloté scientifiquement ce programme, un programme dont vous aurez pu constater qu'il est particulièrement riche et suggestif. Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui est parmi nous, un sculpteur, un artiste, membre de l'Académie, M. Nat-Neujean, dont l'essentiel de la famille a disparu en Pologne. Il est l'auteur de ces statues, de cette sculpture, qui a sa place en fait au musée de Malines, qui est le mémorial à la déportation juive de Belgique. Et il nous a proposé de rapatrier pendant quelques heures cette sculpture ici, et vous aurez compris que c'est avec évidemment un immense plaisir, une immense émotion que nous avons marqué notre accord, parce que c'est évidemment très symbolique de l'ensemble des problématiques qui vont être soulevées pendant ces 2 jours. J'attire aussi votre attention, quand vous quitterez cette salle tout à l'heure pour aller à la réception, dans les escaliers, vous verrez, des gens aussi en partie dans la salle, une gamme de caricatures d'époque. Ben, vous en avez eu une illustration extraordinaire avec l'affiche du colloque. Elle est extraordinaire, cette caricature. Il y en a pas mal d'autres qui sont exposées, que vous aurez l'occasion de découvrir. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Académie pour ce qui est un pas supplémentaire dans le franchissement de l'ancien rideau de fer culturel et scientifique. Merci.